Je vais susciter votre attention, s'il vous plaît. On va commencer le panel sur repenser la chaîne d'approvisionnement pour soutenir la croissance à venir. Donc, je serai la modératrice sur ce panel. Je me présente. Mon nom est Cindy Penberty. Je suis la directrice générale de Nuveo, créneau d'excellence en énergie renouvelable, qui est l'ancien créneau éolien. Le créneau se trouve à être un regroupement des diverses entreprises de la Gaspésie, Île-de-la-Madeleine et de la Matanie. Donc, on regroupe plus de 100 membres, autant des développeurs, producteurs, manufacturiers, fournisseurs, entreprises de services. Donc, ce qui fait notre force, c'est justement notre diversité. Et Nuveo se divise en 5 axes. Donc, on travaille pour les entreprises, pour les soutenir au niveau du développement, des exportations, de la mise en marché. Deuxième axe, on aide aussi au rééquipement des parcs éoliens. On fait la promotion du secteur. On soutient le côté de la main-d'œuvre. Et le dernier axe qui est l'innovation, et on offre aussi du financement grâce à un programme qui s'appelle le PADS au niveau du MEIE pour les entreprises. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter nos honorables panélistes aujourd'hui. Donc, je vais commencer avec Marie Lapointe, qui se trouve à être je vais sortir mes notes pour être sûre de ne pas me tromper, qui est la présidente directrice générale de l'Association de l'industrie électrique du Québec. Donc, merci Marie d'être avec nous. Ici, on a Guillaume Anger, qui est le vice-président de développement d'entreprise pour Marmen. Après ça, on a Marc Richard, vice-président exécutif stratégie et développement pour Boréa Construction. Bonjour. Et on termine avec Isabelle Fontaine, vice-présidente principale affaires publiques et communications corporatives pour Boralex. Rien de moins. C'était assez, tu vois. Pour ça, j'ai besoin de mes notes. Donc, je vais céder la parole dans quelques instants à Marie Lapointe qui va vous présenter la plateforme d'approvisionnement stratégique au Québec de l'industrie électrique, qu'on nomme aussi PASCE. Donc, je lui cède la parole pour vous présenter ça. Merci beaucoup. Alors, grand plaisir pour moi d'être là. J'ai 4 merci à faire. D'abord, un merci à Gabriel Durani de m'avoir invité, parce qu'avec l'ACPER, Gabriel, qui est super dynamique, a déjà 6 filières qui sont par thème. Et ce qu'on présente aujourd'hui, c'est transversal. On parle d'approvisionnement local. C'est ce dont on va parler. Une initiative que la IEQ a commencée il y a 2 ans. C'est mes prédécesseurs qui l'ont commencé, donc moi, je n'ai pas de mérite. Mais quand même, mon deuxième merci est avec pour Élise Villeneuve, avec qui on a développé cette étude-là, puis qu'on a complété cette année de Deloitte. Troisième merci des gens du conseil d'administration qui sont ici, qui font partie des différentes associations de la IEQ. On existe depuis plus de 110 ans. Et puis enfin, mes anciens collègues de l'Hydrogène Québec. Je peux pas leur dire bonjour. Plusieurs personnes d'Hydrogène d'ici. Pourquoi l'approvisionnement local? Ben, ça va être assez rapide comme pourquoi, s'il veut bien marcher. En fait, c'est parce que la demande pour la décarbonation et pour l'électrification est très grande, hein? Électrification directe et indirecte. Partout, le programme de décarbonation pour l'Amérique est très ambitieux. On va parler du plan Biden aujourd'hui. Mais aussi, au niveau du Québec, juste le plan de réfection de toutes les centrales pour les 20 prochaines années, c'est des milliards et des milliards qui vont être investis pour avoir un output de 2000 MW, plus les 4 ou 5 000 ou 6 000 MW, c'est juste un début, d'éolien qui s'en vient, plus du solaire, on a nos amis Patrick est là, du solaire plus tard, et aussi on parlait d'optimisation du réseau également. Toute la gestion numérique du réseau, ça va être un grand enjeu parce que ça va être un enjeu de ne pas gaspiller nos ressources, ça va être un enjeu de sobriété énergétique. Là, on va avoir besoin d'hydrogène, on va avoir besoin de batteries, on va avoir besoin de tout ça. Donc, c'est clair que la demande est très grande. On est déjà un cluster au Québec pour notre savoir-faire, avec nos firmes d'ingénierie, avec nos équipementiers, avec nos manufacturiers, avec nos gens qui ont du savoir-faire, des Boralex, des Energex, des Boréa. Donc, on a vraiment un écosystème ici. Ma remarque, il y a beaucoup de femmes dans la salle aujourd'hui. J'étais à San Diego il y a 2 semaines. C'est les plus grands producteurs d'énergie au monde, les plus grands manufacturiers étaient tous là. Je peux vous dire qu'il y avait une femme sur 20, une femme sur 40 dans certains kiosques. C'était presque gênant, peut-être à part Microsoft. Fait que déjà là, la représentation qu'il y a dans la salle, ça fait déjà une grosse différence pour le futur.
Très forte demande. Ça, c'est la première chose pourquoi on le fait. L'approvisionnement local, avec la géopolitique qu'on a eue, on voit que maintenant les chaînes d'approvisionnement sont brisées. On a passé du just-in-time au just-in-case. Il faut tout changer les transformateurs, il faut changer les turbines, les délais d'approvisionnement, les coûts, tu vas en parler tantôt, ça, ont explosé. On ne sait pas quand est-ce qu'on va recevoir le stock. Ça met en péril tout le plan de pérennité, de décarbonation et d'électrification. C'est pour ça qu'on parle d'approvisionnement local. C'est pour ça que ça a pris 2 ans à mettre sur pied aussi. Et c'est pour ça que ça va s'appliquer à toutes vous autres, si vous voulez le travailler avec nous. Qu'est-ce que c'est? La mission qu'on s'est donnée avec Pasquet. C'est quoi Pasquet? Ça veut dire approvisionnement, une plateforme d'approvisionnement stratégique du Québec pour l'industrie électrique. On parle d'électrification. Hein? C'est quoi la mission? C'est de soutenir les fournisseurs pour avoir une chaîne d'approvisionnement qui va être durable. Durable dit tout son mot. Hein. En anglais, moi je préfère le mot anglais, de sustainability, parce que ça dit tout ce que ça veut dire. Okay? C'est pas juste en termes de CO2, c'est pas juste en termes que tu es local, c'est en termes que tu es vraiment responsable, tu es durable. Ce qu'on voudrait dans 5 ans, la vision, c'est ce qu'on voudrait, la mission est intemporelle, ce qu'on voudrait, c'est que dans 5 ans, avoir une vraie chaîne d'approvisionnement en industrie électrique, qui va être un exemple mondial. Ce qu'on veut, la IEQ, c'est contribuer à ce que le Québec devienne le meilleur système énergétique au monde. Un système de référence, reconnu mondialement. On travaille l'approvisionnement local, on va commencer l'innovation, puis après ça, on va travailler l'exportation du savoir-faire. Mais le savoir-faire, on l'a déjà tout. Puis une bonne partie de cette représentativité-là est dans la salle. Donc, ce qu'on voudrait, c'est avoir une chaîne d'approvisionnement qui va être robuste, qui va être compétitive mondialement et à long terme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On s'est donné 4 visions stratégiques, 4 orientations stratégiques, et toute la déclinaison de nos plans sont là. En fait, c'est quoi Pasquet? On s'est donné un processus. C'est pas top-down, c'est pas bottom-up, c'est les deux. On s'est donné un processus pour prendre des décisions quand c'est le temps, pour savoir est-ce qu'on travaille à la bonne franquette du temps. On n'a plus de partie de 8, hein, ça c'est du passé, mais aussi on travaille au niveau de l'approvisionnement. Des fois, nos donneurs d'ordre vous connaissent même pas les entreprises et les PME. C'est comment on connecte les gens ensemble. C'est ça notre grand défi. C'est ça, Pasquet. C'est un processus d'approvisionnement stratégique local. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi on se différencie? On ose croire qu'on se différencie. Puis je pense qu'avec les dernières semaines, puis avec le suivi qu'on va faire dans les prochaines semaines, avec le conseil d'administration puis le comité de suivi, vous allez avoir la preuve. On a déjà fait un appel d'intérêt le 26 octobre, après avoir lancé Pasquet, jusqu'au 2 décembre. On a eu 34 projets de candidature, 34 projets d'approvisionnement de 29 entreprises différentes. Il y en a qui étaient push, top-down. Ils répondaient à des besoins qui avaient été identifiés par des tiers 1, très précis, des taux de telle grosseur pour faire telle affaire, dans telle affaire. Il y en a d'autres, c'était avez-vous des projets d'amélioration? Bien, on a eu plus de pull bottom-up que de top-down. On a eu 18 projets bottom-up, puis on a eu 11 projets top-down. C'est tous des entreprises, des PME du Québec. C'est pas mal extraordinaire. Ça, c'est juste un projet. En quoi on se distingue? On a des experts. On a des experts qui sont adaptés avec ce qu'on pensait qu'on allait avoir comme demande. OK? Fait que ça, c'est déjà des experts qui sont capables d'évaluer la qualité de la proposition de l'entreprise. C'est sûr que si c'était des produits qui n'étaient pas en hydroélectricité, ben on adapterait les experts qui vont avec ça, c'est clair. Il faut que ce soit des experts qui sont pertinents, qui sont reconnus. On en a quelques-uns dans la salle. M. Chartrand, par exemple, qui est ici. Donc, on a des experts qui sont capables de participer au processus de sélection du produit et de sélection des candidats. On a de la volonté des donneurs d'ordre de parrainer les PME à se développer quand ils veulent faire des nouveaux produits, puis être capable de se conformer à l'homologation. On a ça. On a cette ouverture-là. Ça, c'est quelque chose qui est... On a des donneurs d'ordre qui ont finalement envie de nous dire que oui, ils ont des besoins, puis que ces besoins-là, ça ferait bien leur affaire que ça soit au Québec. Ça, c'est un gros changement par rapport aux dernières années. Vous le savez, je n'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin que ça. Hein? On a des donneurs d'ordre qui sont prêts à donner des contrats, puis à encourager 10, 20, 30, 40 % de contenu local.
Puis ils vont le donner des fois à condition que tu le donnes aux manufacturiers québécois. Tantôt, tu vas en parler. Hein? Il y en a qui raisonnent aux États-Unis de la même façon que ça. Donc, en gros, on s'est donné des conditions gagnantes pour être capable d'avoir un processus qui allait être robuste. Qu'est-ce que c'est ce processus-là? On a déjà une sélection de produits. Il faut que le produit y ait de la demande. Ça, c'est la première chose. Vous avez peut-être des gens dans la salle qui ont des bonnes idées, hein, mais il n'y a pas grand monde habituellement qui veut perdre son temps. Des fois, il y en a qui sont en avant de la parade. Là, on parlera plus d'innovation. On en a quelques-unes, des choses comme ça qui vont nous amener ailleurs. Mais en gros, vous répondez aux besoins qu'il y a, qui est soit imminent, soit urgent, soit très gros au niveau du volume. Autrement dit, l'entreprise a assez de volume pour être capable de s'imaginer de faire une proposition d'affaires pour faire de l'argent. Ça, c'était bien important pour nous. On s'est fait aider là-dessus pour avoir quelque chose qui était gagnant dans les premiers produits. Ça évite que les gens disent, ben moi j'aimerais ça, je pourrais faire ça, puis je pourrais faire ça, puis je pourrais faire ça. Tu n'es pas homologué, ton produit n'est pas là, ça va prendre 10 ans. Non, c'est pas ça. On voulait quelque chose qui n'exigeait pas d'homologation, qui répondait à un besoin de marché, puis qui allait améliorer la chaîne d'approvisionnement. Ensuite, on a développé un processus de candidature. C'est ce qu'on a fait. Là, on se disait, on va-tu être capable de faire ça? Bien, on se l'est donné comme défi, on voulait partir une machine. Fait qu'on a 10 experts. L'analyse, je vous l'annonce aujourd'hui, est presque toute finie. Le 10 mars, on va avoir fini nos comités de sélection. Ça veut dire qu'on a déjà un deuxième comité de pilotage vendredi de cette décision, puis à fin mars, tous les projets vont avoir été analysés. Ça veut dire que s'il n'y a pas de commande, ou s'il n'y a pas d'argent qui est donné, la moitié du processus est déjà fait. Ce ne sera pas à cause de nous autres. Je ne veux pas être provocatrice à ce stade-ci. Alors, voici, on a une sélection de produits et une sélection de candidats. On dit, oui, ça a l'air d'être un bon projet. Le projet est bien détaillé. L'entreprise sait qu'est-ce qu'elle veut faire avec ça, comment elle va investir, comment elle va le faire. À ce moment-là, si le projet se qualifie, avec les critères qu'on s'est donnés, qui sont encore en amélioration, il y a un sommaire exécutif qui est donné au comité de pilotage, et on se dit, après ça, c'est correct, tu as droit à avoir un diagnostic STIC. Il est pour toi. Nous, on ne le regardera jamais. Ça va être une journée que STIC va passer avec l'entreprise pour dire c'est quoi tes résultats, as-tu un IRP, as-tu déjà de l'automatisation dans ton usine, est-ce que c'est un rêve quand tu dis que tu vas être capable de produire ces pièces-là, oui ou non? Bon, c'est pour vous autres, c'est pour l'entreprise. Okay? On a prévu 750 000 pour ça. Ensuite, il y a une convention, si le projet rencontre les critères, puis qu'il y a un match avec un donneur d'ordre quelque part qui veut donner un contrat, et à ce moment-là, le MEI nous a donné 5 millions à la fin avril, dont 3,75 millions vont directement aux entreprises à hauteur de 375 000. 60 du projet est payé. Si ça continue après, à ce moment-là, il y a Investissement Québec, si jamais c'est un plus gros projet que 625 000. Il y en a qui ont des projets structurants plus gros. Là, on travaille avec Stéphane Drouin et avec l'équipe d'Investissement Québec. Pour ça, ils font déjà partie de notre groupe. Donc, le projet, c'est 5 millions qu'on a eu, très simple, très pratique, très terre-à-terre, 750 000 pour les diagnostics STIC dans les prochaines années, 3,75 millions pour les entreprises à raison de 10 projets de 375 000. À date, on pense qu'il va y en avoir pas mal des projets. Ça veut dire que l'argent risque d'être encore là, puis il risque d'en avoir encore. Ça, c'est très intéressant parce que le Québec, Investissement Québec, M. Fitzgibbon, le MEIE encouragent l'approvisionnement local. Et un petit 500 000 pour la gestion du tout. La gouvernance. La gouvernance, on avait le choix. Puis c'est quelque chose, ça a été on peut dire, Élise, on a travaillé là-dessus cet été, on a fait plusieurs scénarios. On s'est entendu que, souvent innover, par exemple, ils ont un groupe d'experts, ils ont différents comités, eux aussi, puis c'est le CA qui décide. Nous, ce n'est pas le CA de l'AIEQ qui décide. C'est le comité de pilotage qui décide. Et lui, il est représenté d'une délégation de donneurs d'ordre. Ça veut dire qu'Hydro-Québec est là, ça veut dire qu'IQ est là, ça veut dire que les autres personnes qui éventuellement veulent travailler, puis ont des projets, puis ont de l'intérêt, sont là. Ils pourraient avoir aussi des fonds d'investissement. C'est ce que ça veut dire. Puis il y a IQ, parce qu'eux autres, ils disent, « Hey, ce projet-là, là, il y a un trou dans la chaîne de valeur, puis il est gros, mais ça m'intéresse, moi, de travailler là-dessus. »
Et aussi, il y a Julie Bourassa du MEIE qui se rapporte à l'équipe de Richard Masse. On fait une rencontre de suivi avec lui cette semaine. Le comité de sélection, on l'a dit, c'est des experts. On va mettre ça très transparent sur notre site c'est quoi le profil pour être expert? Quand on va avoir un prochain appel d'offres, quand est-ce que vous pouvez le faire? Le prochain est au mois d'avril. Puis on a un groupe d'administration, évidemment. Puis c'est sûr que notre comité de notre CA nous aide si jamais on a des problèmes de gouvernance. On n'en veut pas. On veut assurer de la transparence. Donc, on a commencé, le train est parti, la machine est partie, les analyses sont déjà presque complétées. C'est étonnant, hein, M. Chartrand, vous êtes ici, là, c'est de l'ouvrage, hein? Pas mal, hein? C'est ça. On va avoir statué sur les projets à la fin mars. On aimerait, au mois de mai, repartir d'autres appels d'intérêt. Et c'est quelque chose qu'on veut faire au moins 2 fois par année et parfois 3 fois par année. C'est ce que je voulais communiquer avec vous. Puis pour lancer le débat, les faiblesses du truc, lorsqu'on a fait le plan d'affaires, c'est vraiment les matières premières. Curieusement, c'est souvent pour les manufacturiers, vous n'avez pas de surprise pour vous autres, les matières premières des produits transformés qui ne sont pas disponibles au Québec. C'est un frein. À un point tel qu'on a un Énergistar, et c'est ça? Oui, Énergistar, qui a organisé même un événement le 2 février dernier pour travailler avec ses fournisseurs, pour savoir comment il allait assurer assez de cuivre, assez d'acier, assez de pièces dans les prochaines années. Fait que voilà, c'est où est-ce qu'on est. Merci. Merci d'avoir brisé la glace. Fait que rapidement, j'enchaîne. Oh, non, d'autres slides. Ah. Tadam! Ça s'en vient? Ça s'en vient? Ça s'en vient? Non? Ça s'en vient pas? On va enchaîner. Je vais Ça va enchaîner. Oh. venir. Non? Voilà. Non. Refais-la, voir si tu as bien compris. Ouais. On va poser des questions. En attendant, merci beaucoup, Marie, d'avoir très bien expliqué là, le programme. Là. Je pense que ça a bien vulgarisé. Là. Je peux partir sans slide, c'est pas plus grave. Donc, en 3 minutes rapides, je vais vous présenter Marmen pour ouvrir ensuite la discussion pour ceux qui ne connaissent pas Marmen. Donc, Marmen, on est une compagnie manufacturière du Québec. On est à peu près 1 millier d'employés à travers 7 usines au Canada et aux États-Unis. 50 ans en affaires l'année passée. Ah, elle vient d'arriver. On va enchaîner. Donc, comme je disais, on est bien connu pour les tours d'éoliennes, bien sûr. C'est le produit phare qui est très visible pour tous, mais on est avant tout, avant l'éolien, on est un gros atelier d'usinage, un des plus gros ateliers d'usinage, de fabrication, d'assemblage mécanique. Puis nos activités, malgré que l'éolien est plus visible, c'est à peu près moitié-moitié entre l'éolien et le non-éolien. En termes de marché, très diversifié, beaucoup autour de l'énergie. Donc, à l'extérieur de l'éolien, on est autant dans l'hydroélectricité, les turbines à vapeur, le nucléaire, autant conventionnel qu'SMR, que la fusion nucléaire, pétrole et gaz dans différentes composantes, et certains marchés non reliés à l'énergie, défense, infrastructure et le spatial. Si je reviens rapidement sur l'éolien, parce que c'est un peu plus propre à la discussion d'aujourd'hui, on a commencé à produire des tours d'éoliennes à Trois-Rivières en 2002. Marmen, c'est la compagnie en Amérique qui produit des tours depuis le plus longtemps. L'entièreté de la production de Trois-Rivières depuis 20 ans a été exportée aux États-Unis et au Québec. On a ouvert Matane en 2005 pour répondre aux besoins de contenu local, régional des appels d'offres initiaux. On a ouvert une autre usine au Dakota du Sud en 2013 pour mieux se positionner par rapport au marché principal d'installation qui est au centre des États-Unis. Puis récemment, on a gagné aussi un appel d'offres pour ouvrir une usine de tours offshore, donc en mer, à Albany, New York. En conclusion, qu'est-ce que c'est fabriquer des tours d'éoliennes? Qu'est-ce qu'on voit dans nos usines? On part de la plaque brute des moulins, on coupe la plaque, on la forme, plusieurs opérations de soudage pour en faire une section. Ensuite, la section, il y a plusieurs étapes de traitement de surface, grenaillage, métallisation, peinture. Puis ça finit avec plusieurs étapes d'assemblage de composantes internes, échelle, boss bar, plateforme, lumière de service et d'autres composantes. En 3 minutes, c'est Marmen. Je vais passer le mot à Marc. Bonjour.
Nous, c'est l'étape suivante. On prend leurs tuyaux puis on les installe. Fait que dans le fond, j'aurais dû m'asseoir entre. Ouais. Ben ouais, Ouais, c'est c'est vrai. ça. On est dans le désordre, on n'a pas pensé à notre On affaire. va voir si ça avance, les slides. Ok, moi aussi, je pense que les slides vont prendre un petit peu de temps à arriver. En attendant, Borea Construction est un entrepreneur général spécialisé en... On revient à l'IOQ. Je vais passer là. Un petit peu. Ah non, 2 c'est minutes. pas grave. On va laisser les techniciens régler ça. On est spécialisé en construction de parcs éoliens, parcs solaires, à travers le Canada, maintenant aux États-Unis. On a installé grosso modo 5500 MW. Il y en a 17 000 total au Canada, ça fait quelque chose comme le tiers. On a travaillé beaucoup au Québec, on a fait 2000 MW au Québec. Mais on a fait aussi 5500 MW hors Québec. On travaille dans toutes les juridictions canadiennes. Notre projet le plus loin est au bout de l'île de Vancouver, là, vraiment la dernière portion de terre qui s'appelle encore le Canada. Et on a fait évidemment beaucoup en Gaspésie, dans le coin de London, en Ontario, l'Alberta, Saskatchewan. Présentement, en Alberta, on a un peu plus que 50% du marché. Fait qu'on a une job sur 2. L'année passée, on avait 12 chantiers, on avait 1000 employés de chantier, 250 personnes de staff. Fait qu'on on emmène large un peu. Puis, évidemment, on a ouvert aux États-Unis. Une des raisons qu'on a ouvert aux États-Unis, on ne peut pas vraiment se fier au marché. Le Canada, l'électricité, c'est province par province. Puis chaque province fait ses affaires à son rythme. Puis il est arrivé en 2018 qu'il n'y avait aucun travaux à la grandeur du Canada. On s'est dit, plus jamais on va vivre une récession comme ça. C'est qu'on a ouvert un bureau à Dallas, une belle place en passant, tant qu'à avoir un bureau. Puis Nous autres, on a choisi New York. New York, ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Ça fait qu'on est installé là, on a commencé à prendre nos premiers projets. Puis évidemment, le IRA, on est dedans, ce qu'on a dit là. Donc, ça représente Borea. Tu as des slides. C'était une excellente présentation, les slides étaient très Les slides, c'est belles, hein? Essaye d'avoir les tiennes à ce temps, Alors, Je suis contente d'avoir non commencé. seulement je ne suis pas Pascal, mais en plus, j'ai pas de slide. Donc, j'essayerai pas. Regarde, il y a du favoritisme. Ah, c'est ça. Fallait le dire. Je vais lui donner 20$. Isabelle Fontaine, je suis chez Boralex. Effectivement, je prends la relève de mon collègue Pascal, dont le nom est sur la slide, qui ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui. Boralex en 3 minutes, 3 slides, si je suis capable de les changer. Oui, donc, Boralex, en quelques mots, on a franchi ce matin même le cap des 3000 mégawatts de puissance installée à travers le monde. Donc, juste pour vous donner une idée, ça fait plus de 30 ans qu'on existe, là, et en 30 ans, on a fait à peu près 2000 mégawatts. Dans les 2 dernières années, on est passé de 2000 à 3000. Wow. Notre ambition, c'est d'atteindre 5000 mégawatts à l'horizon 2025. Et entre 2025 et 2030, de doubler de taille à nouveau pour atteindre 10 à 12 000 mégawatts de puissance installée dans le monde. À l'échelle de la consommation d'énergie ou des besoins énergétiques, c'est peu, mais à l'échelle de Boralex, qui est une entreprise qui a maintenant 600 employés, c'est un bond vertigineux, c'est très, très ambitieux, mais on est sur la bonne voie d'y arriver. On travaille fort en tout cas. Au Québec, on a 900 mégawatts de puissance installée à ce jour, en éolien, en petit hydro. On fait du solaire en France et aux États-Unis, pas encore au Québec, mais on comprend des messages qu'on a entendus ce matin que ça pourrait arriver. On fait un peu de stockage aussi. Mais au Québec, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les 200 mégawatts en développement à Puit, qui sont en partenariat avec la nation Innu. C'est pour ça que nous, on inscrit 100 mégawatts en construction, notre portion du projet, l'autre portion étant aux Innu. Mais on a aussi, là, en partenariat avec Énergir et Hydro-Québec, 1200 mégawatts
en développement du côté de la Seigneurie de Beaupré, ce qu'on appelle les projets éoliens des neiges. Donc, on est probablement là, dans cette relance de l'industrie éolienne au Québec, ceux qui sont les plus avancés et ceux qui sont au front des enjeux d'approvisionnement qu'on vit comme industrie. Cette deuxième slide-là, c'est notre plan stratégique. C'est beaucoup trop de mots pour une présentation, je suis désolée. Mais ce que je veux, c'est simplement attirer votre attention sur la portion de droite, si vous la voyez, de l'image. En 2021, on a présenté à nos analystes et investisseurs un nouveau plan stratégique, qui était celui de doubler de taille et doubler de taille à nouveau. Mais on a aussi ajouté à ce plan stratégique-là un objectif non financier, qui est d'être une référence en responsabilité sociétale d'entreprise dans notre secteur. Et bon, ça sonne bien quand je vous le dis comme ça, mais ça a des impacts très importants sur la façon dont on fait nos activités, mais surtout sur notre chaîne d'approvisionnement. Et c'est pour ça que nous, chez Boralex, on est aussi intéressés et aussi engagés dans l'initiative de Pasquet. C'est que par cet objectif-là, dorénavant, on a décidé de non seulement envoyer au marché, à la bourse comme compagnie publique et aux investisseurs des signaux à propos de notre capacité à rencontrer nos objectifs financiers, mais là, on leur envoie aussi des objectifs et des informations à propos de notre capacité à rencontrer des objectifs non financiers associés de nature sociale, de nature environnementale, associés à la représentation des femmes dans notre entreprise, associés aussi surtout à notre capacité de réduire l'émission de gaz à effet de serre dans toutes nos activités de développement et dans nos activités d'opération. Et dorénavant, les analystes sont capables de nous évaluer sur ces objectifs et sur c'est la capacité qu'on a de les rencontrer. Et ce qui est important de comprendre ici, c'est que ça a un impact. Là, vous le voyez, c'est dans la portion gouvernance, il y a un petit logo approvisionnement responsable. C'est une des 10 priorités. Mais pourquoi elle est importante en ce qui concerne la chaîne d'approvisionnement? C'est que dorénavant, nous, comme entreprise publique, nous devons rendre des comptes au marché sur nos objectifs de RSE. Mais non seulement nous devons le faire, mais toute notre chaîne d'approvisionnement et nos fournisseurs doivent le faire. Donc, moi, comme entreprise, je suis évaluée par différents cadres, pour l'instant d'une manière volontaire, et je dois faire en sorte que mes propres fournisseurs le soient, que ce soit en matière de responsabilité sociale, en matière d'empreinte carbone, en matière de réduction de GES. Et donc, ça fait en sorte que non seulement ma chaîne d'approvisionnement a une pression parce que on est dans un élan puis que je vais avoir besoin de produits compétitifs rapidement, mais en plus, il faut que mes fournisseurs soient capables de m'aider à répondre à mes besoins de divulgation. Et donc, c'est pour ça qu'on pense qu'il y a quelque chose à faire avec la chaîne d'approvisionnement québécoise qui déjà mène la parade en matière de RSE de façon évidente parce qu'on est dans une juridiction où les cadres réglementaires sont robustes, où nos pratiques d'emploi, de ressources humaines sont solides, où évidemment il y a la proximité avec les marchés aussi qui fait en sorte que limiter le transport, ça fait en sorte qu'on émet moins de GES. Mais là, nous, on a besoin comme compagnie publique qu'on puisse soutenir la chaîne d'approvisionnement locale pour qu'elle puisse nous aider à divulguer leur façon de faire, en plus de répondre à nos besoins. Ceci dit, la question du cadre de cette divulgation non financière, oui, pour l'instant, elle est sur une base volontaire, mais pour ceux qui suivent ça de près, dans un horizon d'environ 3 à 5 ans, on aura des obligations. Ça deviendra un cadre obligatoire qu'on devra rencontrer comme entreprise publique et nos fournisseurs vont devoir sauter avec nous. Et là, nous, on pense que c'est un défi, mais que c'est une méchante opportunité pour toute la chaîne d'approvisionnement québécoise de pouvoir d'être en avant de la parade puis atteindre ce niveau, non seulement dans les pratiques, mais dans la divulgation en matière de RSE pour faire en sorte qu'on soit déjà à l'avant-garde au moment où on va passer de la divulgation volontaire à la divulgation obligatoire. Donc, c'est pour ça que Boralex, c'est important pour nous, la RSE. C'est pas juste un grand discours, c'est vraiment une façon de faire des affaires, de développer des projets, mais on veut et on prend la parole aussi souvent que possible pour faire en sorte que toute notre chaîne d'approvisionnement suive cette tendance très importante.
Merci à tous. Ça a été une très belle introduction. On va poursuivre tout de suite avec la période de questions. Donc, je me lance comme ça. Qu'est-ce que l'arrivée de l'Inflation Reduction Act, l'IRA, représente pour chacun d'entre vous? Je vais diriger ma question là, à Marc en premier. Non, tiens, à Guillaume, on va commencer. Excusez, c'est ça. Oui, merci. Non, mais ayant des usines au Canada et aux États-Unis, on a vu l'impact des deux côtés qui est très différent. Puis rapidement, propre à l'éolien, le IRA, c'est une super grosse loi qui touche l'automobile, tout ça, mais propre à l'éolien, il y a 3 grandes facettes. La première, des subventions directes aux manufacturiers, dans le cas de l'éolien Tour, Pal, Nacelle, significatives. Donc ça, c'est un premier avantage direct pour quelqu'un qui est installé aux États-Unis. Deuxième chose, la remise en place des niveaux PTC, ITC, donc les avantages aux développeurs de faire des nouveaux projets. Donc ils ramènent ça, si on veut, pour faire ça simple, au niveau précédent. Donc, grande vague de nouveaux projets. On revient avec des niveaux d'installation à 15-20 gigawatts. Puis la loi est sur 10 ans. Donc, une grosse stabilité, 15-20 gigawatts par année pendant probablement 7-8 ans. Puis comme manufacturier, il y a un autre aspect qui est très important puis qui a peut-être au final les plus gros impacts pour nous hors États-Unis. C'est une bonification de la subvention aux développeurs si certains critères de contenu local sont rencontrés. Principalement au niveau de l'acier, elle doit être américaine et transformée aux États-Unis, puis un certain niveau de la valeur totale des composantes doivent être américaines. Fait que concrètement, ce que ça fait, notre usine aux États-Unis, au Dakota du Sud, je suis sold out pour des années devant. On regarde à agrandir, on regarde d'autres installations. Donc, mon usine américaine, mon Dieu, c'est le Klondike. Mais côté canadien, c'est absolument l'inverse. Quelques semaines après l'annonce du IRA, ça a été carrément, donc il en nous dit, les clients de mes clients, donc les développeurs, disent aux turbiniers OEM, ben, je ne veux que des composantes américaines, je ne peux pas perdre mon 10% de subvention additionnelle. Donc, il y a eu un gros impact sur nos activités canadiennes d'éolien. Présentement, c'est la première fois en 20 ans qu'il n'y a pas de tour d'éolienne qui se fait au Canada depuis peu. On est en attente, on est incapable. Puis dans les 4 dernières années, il n'y a pas de projet au Québec, pas de projet en Ontario, donc 100% de notre production est exportée aux États-Unis. Donc la portion protectionniste du IRA impacte beaucoup nos compagnies, nos usines canadiennes, puis impacte positivement aux États-Unis. Là. Mais donc, en bref, on le voit des deux côtés, l'impact protectionniste est fort. Ça fonctionne aux États-Unis, les usines sont pleines, ils s'investissent, il y a beaucoup de projets d'investissement, PAL, Nacelle, Tour, onshore, offshore, mais ça a arrêté les importations. Donc c'est très protectionniste comme Tout à fait, on comprend bien que c'est un grand enjeu là, en ce moment. Je vais laisser la parole là, justement à Richard et à Marc de Richard. Oui. Bien, pour comprendre le IRA, il faut remonter un peu plus en amont. Là. Probablement que les gens le savent, mais ils ne le réalisent peut-être pas. L'électricité sur la planète Terre, c'est fait principalement avec du charbon. Il y a le quart de ça qui est produit, qui est brûlé en Chine, le quart aux États-Unis, le quart dans 20 pays, dont le Canada, puis 170 autres pays qui font l'autre quart. Puis si on continue comme ça, on est tous des convaincus, là, les gaz à effet de serre, c'est pas une secte, c'est une réalité. Si on continue comme ça, il s'est construit plus de centrales au charbon dans les 20 dernières années qu'il s'est construit d'éolien puis de solaire ensemble. Fait que ça, il faut que ça change. Puis aux États-Unis, ils l'ont compris, ça, qu'ils n'ont pas le choix. C'est pas une question, sinon la planète n'existera plus, tout simplement plus dans 20 ans ou 50 ans, peu importe, mais il faut que ça change. Puis le IRA, ben c'est l'expression de ça. La business du charbon, parce que c'est une vraie business, là, quand on travaille dans ces milieux-là, le business du gaz naturel, on travaille beaucoup en Alberta, c'est une business importante là, qui n'existe pas vraiment au Québec. Ben, c'est une business qui est américaine. Les compagnies, c'est des GE, c'est des consultants américains, Bechtel, tout ça. Là, ils vont changer tout ça ou fermer tout ça pour faire du renouvelable qui est du solaire, principalement beaucoup plus de solaire que d'éolien, mais solaire et éolien. Mais la production présentement est en Chine. Ça fait qu'ils ils se disent, est-ce qu'on va pomper des centaines de milliards encore dans l'économie chinoise? Ben, la réponse, évidemment, les Américains sont protectionnistes. Ils disent c'est non. Ben, nous autres, on va garder ça chez nous. C'est pour ça qu'ils font ces lois-là.
l'effet Québec, là, pour eux, là, ça n'existe pas. Là. Il n'y a personne aux États-Unis qui se préoccupe qu'on est en meeting aujourd'hui pour parler d'énergie renouvelable. Là, Malheureusement. Malheureusement. Là. C'est qu'eux autres, ils vont faire leur business comme ils veulent, puis c'est à nous autres à s'adapter. Puis peut-être s'il y avait quelque chose à faire, ce serait au niveau fédéral, là, avec Mme Freeland, pour dire, écoutez, mettez-nous pas dans le même bucket que la Chine. Nous, on est vos voisins, on est vos alliés. Des alliés stratégiques. Si vous ne fournissez pas avec vos usines, ben prenez donc les nôtres au lieu d'aller chercher le matériel en Asie. Mais nous autres, il faut faire notre business québécoise selon nos modèles à nous, puis pas se laisser influencer par là. Puis c'est de valeur pour ton outil. Ton usine de Matane qui est fermée, ben il s'en vient des nouvelles appels d'offres, ben mettons dans les règlements qu'on va rouvrir ton usine, puis on va la faire marcher, parce que faut faire marcher les acquis avant d'essayer d'en avoir des nouvelles. Hein. Tout à fait d'accord. Je vais laisser la parole à Isabelle pour compléter. C'est sûr que, puis je suis d'accord avec ce que Marc dit. Dans le fond, l'ITC, l'ERA ou l'ITC américain, c'est une mesure de rattrapage sur la lutte au changement climatique. Quand les États-Unis se comparent à l'Europe, notamment, il fallait qu'ils donnent un grand coup pour rattraper ça. Puis je pense que collectivement, comme planète, on devrait considérer que c'est une bonne nouvelle. C'est sûr que pour nous, comme développeurs, ce sont des bénéfices très importants. La valeur, en fait, ça rehausse la valeur de nos dépenses d'investissement ou de nos dépenses de prospection de projet. Soudainement, ça me prend beaucoup moins de capitaux pour développer des nouveaux projets aux États-Unis. Un. Deux, des projets qui peut-être étaient à la limite d'être intéressants le deviennent. Donc, c'est un élan très, 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 très important. Nous, on avait déjà ciblé les États-Unis comme un premier marché de développement avant qu'arrive cette mesure. Évidemment, on est content du choix qu'on a fait et on va redoubler d'efforts pour se développer aux États-Unis. L'autre avantage très important dans cette aide-là, c'est qu'elle a une prévisibilité. Puis c'était écrit aussi prévisibilité, on en a parlé ce matin, c'était écrit dans ta présentation, mais pendant 10 ans, on a de la vue sur cette mesure fiscale-là, puis elle est intéressante. Donc, on peut développer des projets avec une certaine assurance. Puis, ceci dit, on entend des signaux qu'au Canada, on va probablement faire la même chose. Là. Le Canada va répondre par une mesure qui aura des effets semblables. Il faut trouver justement c'est quoi les bons moyens pour que notre industrie ici, puis que nos projets ici continuent de se développer malgré le fait que les capitaux seront largement attirés vers les États-Unis. Puis je pense que par la chaîne d'approvisionnement existante, par la capacité de nos développeurs, par aussi les signaux qu'on a entendus ce matin de M. Fitzgibbon, on va être capable de tirer notre épingle du jeu. Parfait, ça m'amène justement, tu as déjà introduit la prochaine question. Qu'est-ce que vous pensez de la réponse canadienne par rapport à l'IRA? Puis il y a comme 2 volets à cette question-là. Comment la bonifier à l'avantage de nos industries? Donc, je vais laisser la parole là, à Marie pour commencer. En fait, c'est sûr que juste avoir des appels d'offres, c'est pas suffisant. Je pense que ça va prendre des volumes qui vont être intéressants et de la récurrence. Hein? Je pense que ça va être. Je pense que Marc est mieux placé que moi pour bien l'exprimer. Je pense que tu avais une façon de l'exprimer qui était très claire. Mais il est clair qu'il faut développer des incitatifs au Québec et au Canada pour être capable d'équivaloir à ce qui se passe aux États-Unis. Ça peut représenter des fois 2-3 $ de différence, avoir une chaîne d'approvisionnement local là, en crédit. Là. Non, je pense on peut pas puis on doit pas répondre coup pour coup, mot pour mot, lettre par lettre. On n'a pas la même industrie. Non. On n'installera pas 15 à 20 gigawatts d'éolien uniquement sans compter le salaire de ça. Donc, c'est sûr que la façon d'assurer une pérennité de l'industrie, d'assurer un accès aux approvisionnements, ça va être un problème dans les prochaines années aussi, être capable d'avoir accès. Et l'attention des turbiniers, c'est déjà un challenge pour certains développeurs d'avoir un accès réel à la bonne technologie. Donc, pour être capable d'être là, d'avoir les machines qu'on veut, la structure peut appeler différentes choses. Autant le fédéral, il répond à un ITC, on va voir comment ça va dans le budget. Au provincial, ça revient. Le fait que c'est 10 ans, la IRA, cette prévisibilité-là, c'est le mot, la thématique de la semaine. C'est important qu'au Québec, on voit cette prévisibilité-là, autant dans les volumes annuels
mais aussi dans la structure. On vit des appels d'offres, tu as des règles avec le 300 MW, tu as d'autres règles avec le 480 MW, tu vas avoir d'autres règles avec le 4000 MW, Tout à fait. tu as 1400 MW de gré à gré avec des règles inconnues. Fait qu'on on a non, pour de vrai, il y a 4 régimes concurrents avec des règles différentes. Donnons-nous une stabilité, ces règles du jeu. Puis là, les acteurs vont se placer. Simplifier. On investit dessus, on n'investit pas. On va le savoir, donner-nous du volume, puis connaître les règles du jeu qui ne changeront pas à chaque appel d'offres. Merci. C'est bien d'avoir des subventions. Là, ici, ça reste une subvention. Et comme industrie, il faut arrêter d'être gêné. Là. On n'est plus, il y a 20 ans, Il y a une genre belle maturité. là. de Greenpeace guy là, qui essaie de sauver la planète puis à quêter des subventions. Là. On est la source la moins chère de nouvelle électricité, période. Fait qu'arrêtons d'être gênés de ça. S'il y a des subventions, tant mieux. Mais si quelqu'un au Canada ou aux États-Unis a besoin de nouvelle électricité, c'est solaire et éolien, big time. Les histoires de dire, ouais, mais des fois, ils ne vendent pas. Ouais, mais des fois, ils ne vendent pas. On a des méga batteries, ça s'appelle des barrages, à Bay James. Puis aux États-Unis, ils ont tellement de gaz puis de centrales que jamais tu mettras assez d'éolien ou de solaire pour débalancer complètement un réseau. Là. Il y a des ajustements à faire. Là. C'est qu'il faut arrêter d'être gêné puis de dire que ça prend absolument des subventions. Quand il y a des subventions, tant mieux pour mes clients. Puis, mais il faut surtout sortir beaucoup de mégawatts puis accélérer ça. Faut que ça. C'est pas des plans sur OK, on lâche un 300 mégawatts puis l'année prochaine on ne sait pas. Là, c'est des 1000 mégawatts par année. Travailler aussi avec les autres provinces, avoir des interconnexions entre les provinces. Sinon, on n'y arrivera pas. Il faut vraiment sortir du charbon le plus vite possible. Puis le gaz naturel, il n'y a rien de naturel. Ben, c'est naturel, là, mais je veux dire, c'est juste 2 fois moins polluant que le charbon. Là, c'est de valeur pour Gaz Métro, mais il faut quand même limiter ça. Faut que ça va rester dans le mix. Il n'y a pas de sources d'énergie qui vont complètement disparaître, mais faut décarboniser le plus vite possible. Puis, Québec, on est vraiment chanceux parce qu'on est à quasiment 100% renouvelable, là, mais En production. si vous dites, s'il pollue en Ontario ou s'il pollue en Saskatchewan ou à l'île du Prince-Édouard, ben on n'est pas plus avancé. Là. Fait qu'il faut avoir une vision plus globale. On achète encore 53% du fossile, de notre énergie en fossile. Il y a du travail à faire. Isabelle, voulais-tu rajouter? Oui. Ça m'inspire sur la réponse à la prochaine question qu'on n'aura peut-être pas besoin de poser. Mais tu sais, c'est vrai que, dans le fond, le contexte par rapport à 2005 ou au début des années 2000 par rapport à aujourd'hui a complètement changé. Tu sais. On était dans une industrie naissante où la chaîne d'approvisionnement puis la chaîne manufacturière était à construire, puis ça faisait du sens à l'époque d'offrir des avantages pour faire en sorte que cette chaîne d'approvisionnement-là se construise en partie ici. Maintenant, on est à un niveau où on est une industrie mature, où l'énergie éolienne est la moins chère, tu l'as dit, la plus compétitive, et où la demande pour cette industrie-là, elle est très forte partout dans le monde. Tu sais, ici, on dit qu'il faut plus 50% à l'horizon 2050, c'est ce qu'Hydro-Québec dit. En France, ils sont à plus de 50% aussi. Au Danemark, la semaine passée, on dit qu'il y avait besoin de faire plus 60%. Donc, tu sais, toutes les juridictions vont se battre pour développer le plus rapidement possible leur potentiel éolien. Maintenant, moi, j'ai l'impression qu'au Québec, si on arrive à avoir des appels d'offres récurrents, prévisibles, avec du volume, bien, c'est là qu'on va pouvoir faire en sorte de faire lever notre propre chaîne locale ici. Parce que nous, comme développeurs, une fois qu'il y a du volume dans le pipeline, c'est un mauvais jeu de mots, mais ce qu'on a besoin, finalement, là, ce sont des fournisseurs capables de nous fournir une quantité de produits importante à un prix le plus compétitif possible. Parce que la réalité, c'est que, tu sais, M. Fitzgibbon l'a dit ce matin qu'il voulait de l'énergie à prix compétitif. Toutes les juridictions veulent ça, tous nos clients potentiels veulent ça, les grands émetteurs qui cherchent à se décarboner veulent ça aussi. C'est pas encore possible, les corporate PPA au Québec. On a-tu compris que ça s'en venait? En tout cas, peut-être c'est moi qui s'énerve là, mais c'est possible ailleurs. Donc, l'appétit pour de l'énergie propre, compétitive est grand. Nous, on a besoin de fournisseurs capables de nous donner du volume de leurs produits à un prix compétitif, puis produits de façon responsable, tant socialement qu'environnementalement. Donc, je pense que là, il y a une opportunité. Tout est là. C'est ça, tout est là, mais il faut saisir l'opportunité maintenant.
Tout à fait, merci. Je vais juste, là, pour la troisième question, peut-être focusser sur comment arriver à baliser adéquatement la prise de risque des différents intervenants. Je vais peut-être juste focusser sur la fin de cette question-là pour la suite. Là. Par rapport à un marché, là, dans une réalité de marché, là, comme on parlait, là, on en parle depuis tantôt, dans une réalité de marché évolutif, comment structurer nos futurs processus d'approvisionnement afin de baliser adéquatement la prise de risque des divers intervenants. Je pense pour Je réduire le risque, si je peux me permettre, il Oui. faut réduire le temps entre l'appel d'offres et la réalisation du projet. C'est qu'au lieu de faire, mettons, 4000 MW d'une shot, tout le monde y va en même temps, puis un gros boom, puis des projets plus ou moins bien ficelés, parce que sur 4000 MW, le dernier 1000, c'est peut-être des projets qui n'auraient pas dû exister, souvent. C'est mieux de faire des plus petits appels d'offres, mais à tous les ans. D'y aller à un 600, 800 ou un 1000, juste faire un chiffron aux discussions, à tous les ans. C'est comme ça, c'est bon pour tout le monde. Si Hydro-Québec n'a pas la réponse qu'il veut, ben, il peut réajuster l'année prochaine. Si le Boralex n'aimait pas l'appel d'offres parce qu'il y avait des critères qu'il n'aimait pas, il peut rajouter. Si Marmen n'est pas content, il peut pas. Puis à tous les ans, on sort 20 000, mais il faut se garantir qu'on sort 1000 tout le Ça va temps. permettre à toute la chaîne d'approvisionnement, à C'est ça. vous aussi, d'être Tu capable rencontres de un répondre à nos fournisseur, tu besoins. dis, ben, viens donc, C'est ça. c'est beau aux États-Unis, mais viens donc en livrer un petit peu au Québec. Puis, il dit, ah ouais, ben, il a marché. Tu viens en livrer un Puis, petit peu au Québec, mais tu vas venir à l'année A, à l'année B, à l'année C'est C. ça. On peut Et faire peut-être des tu vas venir ententes t'installer aussi. d'approvisionnement, Il puis va ça. peut-être avoir des trous dans la chaîne. Il y a Exactement. peut-être des gens qui vont... Exactement. Donc, Tu sais, créer ça, de sur cette, l'attractivité. Ouais. sur cette réduction de risque aussi, le fait, on y revient souvent, la fameuse récurrence, là, le fait d'avoir des appels d'offres année après année, pour nous, comme développeurs, ça réduit les risques de développement. À partir du moment où j'investis pour développer un projet sur un territoire, si je le soumets à l'appel d'offres dans l'année A, je ne le remporte pas, mais que je n'ai pas de vue sur l'année suivante, c'est beaucoup moins intéressant. Là, si tu me dis qu'on va faire du volume 1000 MW par année pendant 4 ans, bien là, moi, ça vient d'augmenter la valeur de mon investissement ou de réduire le risque. C'est clair que c'est important. puis en faisant pas comme en Ontario, ils ont fait le FIT Programme en 2008. 6000 MW, une shot. Ils ont donné un prix fixe à tout le monde de 14 cents. C'est à peu près la pire appel d'offres de l'histoire de l'humanité. C'est Puis après, ils en ont annulé. Ils ont tellement brûlé l'éolien là, que quand vous regardez sur le site de AISO qui gère ils parlent de nucléaire, de hydro, puis ils disent même pas éolien, ils disent non-hydro renewable. Ils veulent même plus entendre le mot éolien tellement ils ont brûlé le marché. Ils ont payé beaucoup trop cher. S'ils l'avaient réparti sur plusieurs années, Donc, ben, c'est un bon peut-être exemple. l'année 1, il aurait payé, sur leur premier 600 MW, il aurait payé 14 cents. L'année d'après, il aurait payé 12. Il aurait fini qu'il aurait Ouais, payé là, 5 c'est cents. ça. Ils Puis- se sont privés de tout le développement technologique aussi. Ils se sont brûlés en partant. Ça, c'est ça. Puis ça va dans les deux sens, Ça parce doit que pas faire. si le développeur, Boralex ou les autres, ils bident pas assez cher, 2 ans après, les conditions sont plus là, ben, non, ils font la baleine, mais ils s'en vont dans le fond de l'eau, puis ils bougent pas, puis ils attendent. Fait que là, ils font pas leur projet. J'aime Ils l'image. restent assis sur leur projet, puis ils attendent. Ils attendent des meilleures conditions. Mais pendant ce temps-là, ben, on sort pas des mégawatts. Faut qu'elle respire un moment donné. Ouais, c'est ça. Ça sort de temps en temps pour respirer. On n'a pas l'intention de faire ça. Non. Ouais. Parfait. Mais Je pense que ça ouais, fait, je ça pense fait le que tour on là, a des un questions. peu tout le même message à ce niveau-là. Exactement, parfait. Puis même la dernière question, je pense que je laisserai peut-être la chance au public là, de poser des questions. Merci, là, on a réussi à faire un beau tour. Là. Donc, est-ce qu'il y a des Qui questions brise du la public? glace. C'est Ouais. sûr qu'il y a des questions. Très bien. Oui. C'est mouche. Yes. Est-ce que, Guillaume, tu Ah, voudrais je peux répondre? répondre. Pour nous, des subventions directes, tout ça à l'américaine, on pense pas que c'est la bonne façon. Ça cible des composantes super précises, ça laisse pas la chance au marché d'amener nécessairement les bons produits, la bonne structure. Ce qu'on advocate pour, c'est la stabilité. Tu as l'intégration de critères environnementaux RSE dans les appels d'offres. Ça va devenir
réglementaires obligatoires des compagnies de production d'énergie sont souvent renouvelables, sont en avance un peu sur les obligations réglementaires. Mais de voir ça, c'est important. Je fais une tour, il y a une tour qui arrive de Chine, peut-être qui est moins chère, rendue au port au Québec, mais son bilan carbone est 3 fois pire quand on prend en compte l'acier qui est fait en Asie, quand on prend en compte les transports. Fait que faire un produit d'énergie renouvelable en prenant pas en compte l'impact carbone de tes décisions de supply chain, pour nous, ça s'assure que les bons moves se fassent pour diminuer l'impact carbone de la supply chain, pas juste faire d'énergie sans produire, mais la portion carbon footprint, pardon, l'anglicisme, de l'entièreté du processus est vraiment important. Puis certains produits, comme les tours, ont une empreinte très lourde s'ils sont voyagés beaucoup. Puis si le choix des matériaux sont pas faits chez des fournisseurs qui ont des bonnes pratiques environnementales. Fait que, moi, c'est ce que je favorise, là, pas de subvention directe, des appels d'offres clairs, puis avec des critères qui englobent un peu tout, puis qui permettent aux compagnies de se développer dans un cadre réglementaire. Les standards de durabilité. Ouais. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Je vais peut-être... Isabelle? Si. Nous, on est moins là, mais je pense qu'il y a de l'espace pour tous les types de projets puis tous les volumes. Tu sais, à un moment donné, la demande est tellement grande que je pense qu'on peut aller dans le moins de 50 mégawatts. Je pense aussi que si effectivement la volonté du gouvernement est de permettre à des consommateurs industriels de développer des projets avec des partenaires pour leurs propres besoins, on pourrait en voir de plus en plus de l'éolien un peu plus petit, mais aussi des parcs solaires ou même des parcs solaires adossés du stockage adossé à des parcs solaires, du stockage adossé à des parcs éoliens. Je pense que si on décloisonne un peu, on va voir toutes sortes de solutions qui vont devenir économiquement très intéressantes à partir du moment où la demande est là. Tu sais. C'est ça. Le sweet spot est entre 150 et 250 mégawatts là, pour avoir le moins cher là, par rapport à quand on met les coûts de construction. Bon, si on va plus petit que ça, évidemment, plus on rapetisse, plus c'est un petit peu plus cher. Là, puis ça dépend c'est où, si c'est proche d'une communauté, si c'est bien intégré, si ça sert à un autre besoin. Je pense qu'il y a encore de la place en masse pour peut-être pas des projets de 2-3 machines, là, 10 mégawatts, c'est moins, là, mais 50, 25 mégawatts et plus, oui. Ce ne serait pas nécessairement même dans place. un appel d'offres, ça peut être dans d'autres. Ah, ça, on ne dit pas ça. On ne dit pas ça en public. Ouais. Non, remarquez bien, ça faut faire une différence de peut-être, mettons que ça ferait 10% sur le BOP, ça va faire juste 2% sur le total, c'est l'investissement total, là, parce que c'est les machines qui coûtent cher. Hein, Je pensais que c'est la construction le problème. C'est ça. Mais, c'est pas le développement, en tout cas. c'est pas le développement non plus. Mais ça augmente un petit peu. Ça dépend évidemment de l'acheteur d'électricité. Qu'est-ce que l'acheteur d'électricité veut? Il veut un prix pas cher à tout prix ou il veut aider un développement régional. Mettons un 25 MW qui appartiendrait à une communauté autochtone qui sert une région particulière. Ça fait plein de sens. Là. C'est n'importe quand. Non? On va le faire. Je pense qu'il y avait une dernière question. Développement.
Il y a plein Ben, d'affaires je là-dedans. pense que ça- Oui, oui. Ça dépend de la juridiction. Là. Si on parle du Québec, là, l'hydroélectrique est tellement dominant là, que puis l'éolien est quand même beaucoup C'est plus 8% petit. en Là, ce c'est moment. 8%. Là. On peut quadrupler, là, puis ça déstabilisera jamais Si on un quadruple, réseau. là, Là. si on fait ce que M. Fitzgibbon a dit, on se rend à peine plus que 20% Ça. d'énergie intermittente dans le Si- réseau. C'est vraiment très peu. Si vous êtes dans une juridiction où c'est 80% éolien, puis vous avez un petit peu de charbon, un petit peu de gaz naturel, là, vous pouvez avoir des problèmes, mais pas au Québec. En Ontario, ça pourrait être un problème, mais pas au Québec. Peut-être sur le point. C'était pas ça. Ouais. C'était peut-être pas ça. Par année. Ouais. Mm. Ouais. Puis les juridictions qui font des appels d'offres année après année, l'État de New York, la France aussi, nous, où on est, font ça, revoient leurs prédictions, puis après ça, en France, ils font ce qu'ils appellent une planification pluriannuelle, donc ils révisent de façon, je pense c'est aux 4 ans, mais leur planification en détaillant dans chaque filière là où ils vont s'approvisionner. Fait effectivement, ils peuvent faire varier en fonction de leurs projections. Ceci dit, au Québec, même si on développait 1000 mégawatts par année pendant les 10 prochaines années, d'éolien par exemple, d'abord, sur le réseau, c'est tout à fait possible parce que ce ne serait pas une très grande quantité d'intermittence. Ensuite, par rapport aux besoins qu'Hydro-Québec a chiffrés, puis à ceux de la feuille de route de l'ACPER, là, qui tiennent en compte des besoins en exportation potentiellement, puis de l'hydrogène, on dépasse à peine la moitié des besoins rencontrés. T'sais. Fait que moi, à l'heure actuelle, j'aurais plus tendance à dire on pourrait en faire plus que 1000 mégawatts par année. Là, je mets de la pression sur vous. Hein? Si l'industrie de la construction puis le secteur, la chaîne manufacturière, la chaîne d'approvisionnement suit, pour essayer de développer l'éolien onshore le plus rapidement possible au Québec, tandis qu'il est compétitif. Et pour tirer le plus grand profit de l'ITC fédéral qui s'en vient aussi. C'est en complément, on est quand même dans un contexte qui a eu aucun appel d'offres depuis 10 ans. Fait on a vu quand même s'étioler l'industrie. S'il n'y a pas de nouveaux projets, ben on avait une avance mondiale avec les 1000 MW, 2000 MW, 1000 MW qui sont donnés dans le milieu 2000 jusqu'à début 2010. Mais c'est cette absence de projet-là. Fait que si on dit on prévoit faire 1000 par année, puis dans 2 ans, cette année, on va en faire juste 800, puis l'année d'après, 1400, l'industrie est là, elle peut se moduler un peu. Les équipes de construction savent qu'à chaque année, il y a un volume de travail. Les développeurs travaillent à développer des sites parce qu'il va y avoir d'autres appels d'offres, des manufacturiers, on s'adapte. Ça peut être modulable, mais il ne faut pas qu'on ait 10 ans pas d'appel d'offres parce que là, l'industrie se fonde. Ça tue. Si vous me permettez, en fait, on ne l'entend pas que c'est un risque au Québec, pas du tout, parce que comme vous venez de le dire, tu as 20 TWh de demande d'ici 2030, et ça, c'est 4 TWh pour l'électrification des voitures, mais ça peut être plus que ça, OK? Et en plus, il y a juste 1 TWh de prévu pour la décarbonation des industries. La demande va être beaucoup plus grande que ça. OK, donc, écoutez, là, avant qu'on soit en surplus, on va faire le mot de la fin sur ça. On pourrait continuer encore longtemps. Je vous remercie beaucoup de votre intérêt. Puis je vous inviterai là, à passer à la pause café qui vous attend. merci. Merci à vous.